On va préparer l'huile de sardine. Voilà. On met juste une goutte, hein, pas beaucoup. Voilà, ça suffit. Alors là, on va commencer à malaxer, écraser en fait la chair de sardine avec le sable. En fait, le but c'est d'obtenir une pâte assez homogène. Donc là, je vais rajouter un petit peu de sable par rapport à la consistance. On cherche une consistance qui soit à la fois assez ferme pour pouvoir tenir à l'hameçon et en même temps pas trop ferme pour pouvoir à la moindre touche ferrée et que la pelote en fait va rester au fond. Et c'est cette partie de la pelote qui va rester au fond qui va amorcer, servir d'amorçage au fur et à mesure de la pêche, quoi. Et une fois qu'on a bien écrasé la sardine avec le sable, on va pouvoir rajouter un peu de farine. La farine va servir à lier en fait. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est pas indispensable, mais voilà, on rajoute un peu de farine encore. Après, comme toutes les pâtes, hein, ça dépend du temps qu'il fait, hein. Plus il fera humide, plus il faudra mettre de la farine pour que la pâte soit bien comme il faut. C'est des poissons qui sont quand même méfiants, très méfiants même je dirais. Et il faut que tous les ingrédients de la recette soient bien dosés en fait. Il faut que tout soit précis pour pouvoir avoir les meilleures chances de son côté, quoi, hein. Et que le poisson ne se doute de rien et que pratiquer une bonne partie de pêche, quoi. C'est pour ça qu'on aime le pêcher aussi, c'est parce que c'est une pêche assez difficile. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cette pêche, c'est que c'est un poisson qui est pas facile à prendre, quoi. Surtout pour les beaux spécimens. Les beaux spécimens, c'est rare, à part en pêche de nuit, en bateau, c'est rare de pouvoir les prendre du bord assez facilement, quoi. Là, petite éclaircie là, salvatrice, condition idéale pour la pêche à la pelote. Voilà, on a notre pelote qui est prête pour pouvoir aller pêcher. C'est ça qui est pas trop cool en Méditerranée. Tu as à bouger des cailloux qu'à pêcher en fait. Atlantique, ben, les mecs ils vont avoir l'avantage de avoir les marées. Bon après avec où les faire et comment les faire, quoi. Faut être vachement rapide là, parce qu'ils ont vite fait de se sauver. Peur de se faire penser aussi, hein. Parce que souvent on croit attraper un petit, on attrape la mer. Au lieu d'attraper le petit, on attrape un gros. Et là ça fait mal. Allô. Là, tu sais, c'est très bon à manger ça. C'est pour pêcher le sard pareil, hein. Ça c'est un appât facile à faire. J'aime pas pêcher avec parce que ça tâche les mains. Voilà pourquoi j'aime pas pêcher avec. Bon, moi j'utilise du naturel, hein. Je n'utilise pas des appâts du commerce. Nombre de ces poissons nageurs sont issus de la pêche pour la truite et que j'utilise pour rechercher le sard. Voilà, donc il y a différents modèles. Celui-là en forme de crevette, ça c'est intéressant pour le sard également. Ça ce sont des poissons nageurs de forme classique, qui a une nage très oscillante
qui est très brillant, qui va appeler le poisson de loin. J'espère que donc, le sard viendra le saisir. Habituellement, sur cette zone-là, il aime bien ces petits poissons nageurs. Il faut regarder aussi les couleurs du jour qui fonctionnent le mieux, parce que parfois, notamment ici également, bon là, les couleurs métalliques, brillantes, nacrées, fonctionnent bien. Mais il y a des endroits où les couleurs, notamment jaune-vert, comme celui-là, comme ce modèle, fonctionnent également très bien. Alors est-ce que c'est en rapport avec la couleur du poisson qui vit dans les algues, qui acquiert souvent la même couleur que le substrat sur lequel il évolue? C'est fort possible. Et du coup, le sard consomme ces poissons qui vivent dans les milieux où lui-même vient, où se déplace, où il vit. On a des ondulantes qui sont à l'origine plus conçues pour l'eau douce, mais qui fonctionnent très bien en mer. Pour le sorel, pour le sard. Ça, c'est un petit poisson nageur en forme de sèche. Ensuite, on a des poissons nageurs flottants, mais qui, lorsqu'on le ramène, plongent rapidement, par une bavette donc plus longue et dans l'axe du corps. Aujourd'hui, c'est conditions XXL. C'est ce qu'il faut pour pêcher le sard. La difficulté, c'est de trouver le spot adéquat pour pouvoir pêcher en toute sécurité et avoir les bonnes conditions de mer pour pouvoir pêcher tranquillement. Il faut trouver le spot qui soit à la fois remuant et un peu abrité, déjà pour la sécurité pour les vagues et puis pour le vent dans la canne aussi. Parce qu'une canne de 6 mètres avec un vent de plus de 100 km/h, c'est difficile à gérer pendant plusieurs heures. On va prospecter celui-là. Normalement on pêche là, mais c'est un peu trop puissant aujourd'hui. On va aller voir du côté abrité. Aujourd'hui, on a des conditions extrêmes, des vents entre 120 et 130 km/h. On va commencer ici et on va faire le tour jusqu'à on puisse aller quoi. Ça arrive de partir à l'eau, c'est pour ça que je suis habillé en combinaison de plongée. Voilà, mais bon, les limites, bon, après c'est selon le poisson. Quand on pêche, bon, on oublie la peur. Tandis que quand on pêche pas, bon, on a toujours peur. On a toujours... on s'effraie un peu plus, quoi. Bon, on va se mouiller les pieds. Ici, on est sur un retour de d'anse. On a différentes pointes rocheuses, c'est caractéristique de la côte rocheuse catalane. On a des pointes qui avancent en mer avec des baies qui sont abritées, ce qui nous permet de trouver différents postes où le poisson est actif et où on peut pêcher plus à l'abri du vent, si besoin est. Il faut d'abord trouver où le poisson est actif. Donc ces baies, ici, il n'y a pas beaucoup de fond. La nature du substrat, elle est typiquement rocheuse dans les 10 premiers mètres. Et puis ensuite, il y a des bancs de sable importants de Posidonie. Donc ça crée une mosaïque de milieu qui est riche et qui est intéressante pour la faune aquatique, qui va trouver toute une source alimentaire, ce qu'on appelle la biomasse alimentaire, facilement disponible. Je vais pêcher là, tu vois, devant là. Pas trop de profondeur, ça brasse assez, je pense. Et pas trop d'algues en suspension non plus. S'il y a des algues en suspension, c'est pêchable, mais enfin, c'est plus délicat pour ressentir la touche. Là, on va procéder au montage de la canne
canne type bolognaise, assez forte quand même, parce que c'est une pêche quand même extrême. Déjà pouvoir atteindre le spot de pêche en ayant un recul assez important, déjà pour la discrétion, parce que même si la mer bouge, avec le sard, c'est un peu comme la truite. Dès qu'il y a une ombre sur l'eau, il la voit et il sera méfiant. Voilà, la canne est montée. C'est une canne à action de pointe progressive, c'est-à-dire qu'elle va être souple sur la pointe pour sentir la touche. Et après, avec une grande réserve de puissance à partir du tiers supérieur de la canne. Ça, c'est vraiment un moulinet basique, hein, parce qu'avec la sardine et le sable, étant abrasif, les moulinets ne font pas long feu non plus. Hein. En fait, le moulinet, c'est juste une récupération de fil généralement, et il n'y a pas besoin d'avoir les moulinets de haute facture, quoi. Il faut le pêcher fin, parce que c'est un poisson très méfiant, même avec des conditions agitées, bon 1,50 m. Et si on le pêche trop gros, il va avoir le bas de ligne et il ne mordra pas. Donc alors, sur le corps de ligne, on ne va pas mettre de bouchon, on va juste rajouter un petit rigoletto comme ça. Il va juste nous servir à repérer la ligne dans l'écume, parce qu'en fait, le nylon étant très fin et les conditions agitées, si on ne met pas de repère, on aura du mal à visualiser l'endroit où se trouve notre ligne. On va le rabouter à l'aide d'un nœud chirurgien, qui est un des plus simples et un des plus solides. Et au bout du bas de ligne, on va rajouter un hameçon. Alors il y a deux écoles, l'école de l'hameçon simple ou de l'hameçon triple. Moi je préfère l'hameçon triple, du fait qu'on va pêcher avec de la pâte. Déjà le maintien de la pâte sur l'hameçon sera beaucoup plus efficace avec de la pâte que sur un hameçon simple. Et deuxièmement, ça évitera que le poisson engamme l'hameçon. C'est pour ça que je prends des tripes assez gros, des numéro 6. Donc ça sera piqué juste à la commissure des lèvres. Et il ne va pas engammer l'hameçon, ça permettra éventuellement de relâcher le poisson ou alors de le décrocher plus facilement. Et si jamais il casse, il pourra se débarrasser de l'hameçon beaucoup plus facilement. Donc montage simple, hein, vraiment le rigoletto juste pour la visualisation de la ligne. Et le bas de ligne le plus discret possible avec juste un hameçon. En fait, c'est la pelote qui sert de lest, d'appât et d'amorce. Donc les charges de la pelote, on fait une petite boule de cette taille-là. Pas trop gros, pas trop petit, parce qu'il faut quand même qu'il y ait le lest. On le pose sur la pâte, on referme, et après on tire sur l'hameçon. Bien la fermer des traits dedans. Si ça colle un peu, on met un peu de farine pour... Voilà, l'hameçon est complètement caché. Et le sard va venir fouiller dans la pâte et prendre l'hameçon. Allez, en action de pêche. Canne, c'est une canne qui fait 5,50 m, action de pointe qui peut soulever jusqu'à 7 kg en poids. J'ai un moulinet qui a une contenance d'environ 75 mètres de 35 centièmes. Je vais pêcher avec un bas de ligne fluorocarbone en 28 centièmes avec un hameçon de 1,0. Et comme appât, je vais utiliser un crabe. Donc là, c'est un micro-jig de 7 grammes. C'est déjà, je dirais, presque du lourd pour du rock fishing pour cette canne. Et je peux pêcher avec ce matériel à partir de 0,5-1 g. On pêche très léger puisqu'en fait, là, c'est une canne de 2 à 6 livres de puissance. On est sur des grammages tellement light, tellement légers, qu'il faut ressentir la nage du leurre. Et pour ça, il faut des cannes très sensibles. Il faut ressentir également la moindre touche, le moindre coup de tête du poisson sur le leurre. Il faut toujours retenir des nœuds résistants et faciles à faire, parce que sinon, on s'énerve plus qu'autre chose. Et puis si c'est pour ne pas prendre du plaisir, c'est plus la peine. Donc il suffit de s'entraîner chez soi, puis une fois qu'on est sur le terrain, bien, on le fait rapidement. Alors moi, je ne fais que des nœuds, je n'utilise pas d'agrafes. Je préfère, parce que les agrafes, surtout sur des puissances comme ça, si on touche un poisson d'1 kilo ou plus, eh bien, on va avoir de gros risques que l'agrafe s'ouvre lors du combat. Il ne faut pas fragiliser le montage au nœud.
Voilà, tout petit gig. Le but du jeu, c'est que ça parte loin, que ça nage bien et que ça tienne davantage qu'un poisson nageur de 1 ou 2 grammes, qu'il tienne davantage dans le courant. Là, c'est plutôt de la prospection. Je regarde s'il y a le poisson qui est présent sur zone. Je vais faire 5-6 lancers et puis je vais me déplacer. Je ne vais pas insister, c'est pas la peine. Il vaut mieux pratiquer une pêche itinérante qu'insister sur la zone puisqu'on est avec des leurres artificielles. Donc après le poisson, si on lui passe le leurre une dizaine de fois sous le nez, c'est plus la peine. Il ne montera pas, il s'y est habitué. Il trouve que c'est louche, je pense. Alors ce que je vais faire, je vais juste déposer la pelote, pas la lancer. La déposer, voilà. Je laisse partir du fil. Et après, il faut que je prenne contact avec ma pelote. Voilà, j'ai juste rigoletto au-dessus de l'eau. En haut est ma ligne. Essayer de maintenir la canne malgré le vent. Et tenir la pelote en tension, en fait, juste au-dessus du fond. Et attendre la touche. Voilà, la difficulté, c'est de tenir la pelote en suspension sans tirer sur le fil, malgré le vent dans la canne. Voilà, là, la pelote est perdue, mais c'est pas grave, c'est le fait de perdre la pelote, le fait que la pelote reste dans l'eau, au fur et à mesure, ça fait un mini amorçage sur le spot, et ça va tirer les sards, quoi. Le sard est au bord et vient se nourrir dans la vague. Comme vous pouvez voir, je donne du fil et j'essaie de faire dériver au maximum mon appât. J'essaie de me cacher au maximum, que le poisson ne me voie pas. Malgré le gros temps, mais le poisson il peut toujours me voir et ce n'est pas bon. Voilà. Là, je vais avancer. Vu que la pêche que je pratique, on fait tous les trous en cherchant le poisson. L'eau est claire, ce qui fait que les approches en pêche du bord doivent être très discrètes. Parce que le poisson nous voit de loin, un peu comme si on pêchait dans un aquarium. Tu vois ces plateaux, on peut se mettre sur les plateaux et pêcher dans les 3 vagues, dans les 3 premières vagues qui arrivent. Et là c'est bon parce que le sard, d'ailleurs tous les carnassiers, les sards, les loups, viennent chasser dans la vague, ils viennent voir ce que la vague arrache du substrat.
C'est une murène. Ça attire aussi les murènes, la sardine. Mais je viens de me faire manger. C'est ça qui est embêtant hein, dans cette pêche, c'est qu'on passe plus de temps à chercher des appâts qu'à... Mais bon, c'est vachement amusant. Un poisson, petit. Petite oblade, je pense, toute petite oblade. C'est une oblade, il y en a plein, la côte rocheuse. C'est un poisson qui est très abondant. C'est un sparidé, c'est de la même famille que le sard. Ça, c'est un bon poste parce que c'est blanc, il y a le retour de courant et les vagues qui viennent brasser la zone. C'est très oxygéné. Là, c'est un bon poste. Avec de l'eau, c'est un tombeur abrupt. C'est un bon poste ici. Ça doit être une oblade. Elle est plus jolie que l'autre. Hein. Elles sont piquées du bout de la gueule. L'oblade, souvent, elle est derrière le sard. Le sard, il est plus fort et l'oblade, elle est davantage dans la pleine eau. C'est un sparidé qu'on rencontre en pleine eau, qu'on rencontre au bord de la roche. L'oblade, elle est beaucoup plus opportuniste que le sard. Le sard, il n'a pas son pareil pour déboîter un hameçon sans se faire prendre. C'est un poisson extrêmement malin et qui est très difficile à leurrer. Le plus dur dans ces conditions, c'est de sentir la touche. Ah, ça y en a un là. Un petit. Un tout petit. C'est pas des gros. Voilà, le phare commun. On reconnaît aux bandes rayées verticales. La tache noire sur la queue. Je ne vais pas le relâcher tout de suite, sinon il va prévenir ses congénères. Donc je vais le garder vivant, dans un filet dans l'eau. Il faut savoir généralement c'est que les petits mordent en premier, parce que les gros restent en observation. Donc voilà, le filet je vais mettre dans l'eau, qu'il soit oxygéné, au bord, là-bas, avec une pierre. Voilà. On va bon reprendre la pêche. Ah, joli. Joli. Ah. Bien. C'est une touche plus technique qu'avec d'autres appâts. C'est-à-dire que comme c'est un appât dur, il prend le crabe dans la bouche, il s'en va avec, mais il n'avale pas tout de suite. Il avale à la deuxième touche. Donc il faut toujours attendre la deuxième touche.
C'est un poisson noble. On peut dire que c'est un cousin de la dorade, d'ailleurs partout, quasiment partout, on appelle ça la dorade grise. Le sard commun, hein, c'est celui qu'on va prendre le plus. Parce qu'il y a également le sard tambour et le sard à museau pointu. Mais le sard commun, donc c'est un poisson qu'on va rencontrer facilement dans des faibles profondeurs, comme c'est le cas ici dans la baie. Faibles profondeurs, plateaux rocheux qui alternent avec des tombants qui sont eux reliés et qui font la jonction avec des trous qui peuvent faire une vingtaine, une trentaine de mètres. Et là, c'est des endroits tout propices pour pouvoir trouver le sard commun. C'est un poisson qui est assez difficile à pêcher du bord dans des conditions, disons, calmes, classiques. C'est pour ça qu'on s'emploie à le chercher quand la mer est assez mouvementée. Du fait que le sac et les vagues, les ressacs sur les rochers décollent des petits invertébrés comme les crabes, les coquillages, et va se servir du blanc de l'écume, déjà pour pouvoir se confondre avec la masse d'eau et donc pouvoir surprendre ses proies. Parce que là, ça monte haut. Les postes de pêche sont recouverts. C'est recouvert. Là, c'est trop dense. Si je prends un poisson, c'est trop léger. Je vais prendre... Je pourrais pas, ça sert à rien. Je peux même pas m'approcher. Vu qu'il a un peu plus de mer, je me couvre. Pour la pêche au toc, c'est vrai que les Portugais sont efficaces et sont particulièrement expérimentés dans cette technique de pêche. Et ils sont impressionnants parce qu'ils maîtrisent dans des conditions épouvantables, extrêmes, très dangereuses, parfois au péril de leur vie. Ils prennent des risques pour leur passion et c'est vrai qu'ils ont acquis une expérience qui est impressionnante. Au port de pêche dans des falaises là-bas au sud, j'avais l'habitude de pratiquer cette pêche, en sachant qu'ici c'est un peu différent. Ici on s'approche plus de la mer que là-bas. Mais bon, quand tu as pris une habitude d'une pêche, c'est que moi j'aime le sard, il y en a qui aiment la pêche à la carpe ou à la truite. Moi c'est des pêches que j'aime, c'est bon. Peut-être par le côté physique aussi. Je cherche toujours les coins où ça bouge. Parfois, je les évite aussi. On a une moyenne et après, il vient une grosse. Donc, si on ne les compte pas bien, on risque de se faire mal. Mais après, ça, c'est des choses que c'est inexplicable, qui viennent naturellement, qui viennent avec l'expérience. Alors, on peut remarquer depuis qu'on est arrivé tout à l'heure, les conditions ont encore forci. Et là, ça brasse beaucoup plus que tout à l'heure en fait. Allez, hop! Entre la flotte et les vagues et le maniement de la canne, c'est sportif, c'est musclé. Hein. J'en mets de la farine parce que là j'ai pris une vague dans ma pelote, donc elle est complètement détrempée. Ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de farine pour la redurcir, quoi. Le problème c'est que au bord les vagues comme ça on a du mal à les contrôler. Hein. Bon, généralement je mets le torchon au-dessus pour éviter que les vagues mouillent l'amorce, mais là c'est tellement démonté que
Allez, on y retourne. Moi j'ai appris cette pêche grâce à Serge Rotolo, qui était un très grand pêcheur à la pelote, qui était d'origine marocaine et qui a appris cette pêche de par son père, quoi. Et c'est une pêche qui est très pratiquée au Maroc. Déjà parce que le Maroc a une grande population de sparidés, c'est-à-dire sard, dorade, royale, pagre. Et donc c'est très employé comme pêche sur les côtes marocaines. Bien qu'à la base ce soit une pêche qui soit originaire du Portugal. C'est les Portugais qui ont inventé cette pêche. Et du fait de la proximité donc avec le détroit de Gibraltar, ils l'ont adopté et mise en place chez eux, quoi. C'était vraiment une pêche traditionnelle et donc qui servait essentiellement à l'alimentation des Marocains. Eux, c'était pas à la base pour le côté efficacité de la technique qui leur permettait donc de prendre des captures pour pouvoir les vendre sur le marché après, quoi. On l'a rencontré en pêchant le loup au leurre. Il venait mordre les leurres qu'on destinait au loup. Donc on s'est posé la question de savoir comment ça se fait. Finalement, il attaquait des si gros leurres. Et vraisemblablement parce qu'il a un régime axé sur des petits poissons, au moins de façon locale. Et donc en le recherchant avec des plus petits leurres, on augmente encore nos chances de pouvoir le pêcher ainsi. Le rock fishing, disons que c'est une révélation pour nombre d'espèces de roches, pas seulement le sard qui est présent sur la roche. Le rock fishing, en fait, au sens large, c'est tout ce qui est la technique de pêche appliquée à la roche. Mais dans le sens plus strict, tel qu'il fut développé par les Japonais, ce sont des pêches fines, de 2 à 6 livres de puissance de ligne, c'est très peu, hein. Il faut imaginer que c'est une résistance de à peine 1 kg, même pas, moins d'1 kg au frein jusqu'à justement 1 kg, 1,5 kg. Et on est sur des tout petits leurres, donc là on est sur une pêche très spécialisée. Et bien on s'est rendu compte qu'avec le rock fishing, à plus juste titre, la recherche du sard était particulièrement intéressante parce qu'on était sur des petits leurres et donc ils mordaient plus facilement. Non, ça nage pas là, c'est pas la peine, je suis trop léger. Quand on pêche très léger comme ça, on n'a pas de solution. Un vent latéral, on maîtrise rien. Ça crée trop de bannières parce que le poids du leurre est trop léger. Donc il faut pêcher soit vent dans le dos, soit paradoxalement vent de face. On va voir au lancer et à l'animation le vent de face. Donc on n'a pas de bannière. On lance pas loin, mais parfois c'est pas la peine de lancer loin. Il suffit de lancer à une dizaine de mètres maximum si on arrive à s'approcher du poste. Là, le leurre, il est dans l'écume. Donc on donne des petits coups de sion juste pour le faire nager au bord. Il faut toujours attendre avant de remonter. Parce que souvent le poisson va mordre au dernier moment. C'est souvent le cas. Il mord juste avant qu'on sorte le leurre. Toujours des petites oblades, toujours la même sparidée. Bon, peut-être quand justement là, parce que le soleil est en train de décliner, peut-être quand ça va passer derrière la chaîne de montagne, ça sera peut-être bon. Peut-être qu'on aura quelques sards là qui vont venir.
convenable de changer souvent les barlignes, surtout qu'on pêche dans une côte rocheuse, donc souvent les barlignes flottent. Et après, quand on a une belle pièce, ben, on casse. Il a des jours que donc il mange, je sais pas, il prend c'est selon les eaux et selon la lune, je pense. Donc il en a des phases de la lune où il va manger mieux que d'autres. Et il en a des phases de la lune où les eaux sont plus claires que d'autres. Et après, c'est selon la force du vent aussi. C'est sûr, si tu as 40 km/h, tu auras des vagues de 30 à 40 cm de creux. Là, aujourd'hui, on a je sais pas combien de mètres. Joli.